sur le plateau Tandem. Tandem, ce soir chronique histoire, découverte et nous avons le plaisir ce soir d'être avec Yoni Guèze. Bonsoir Yoni. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à toi d'être là, tu es guide touristique spécialisé sur Jérusalem et on avait envie de faire un spécial Jérusalem un peu hors des sentiers. Donc on est allé sur le terrain, j'étais avec toi et on a fait plusieurs vidéos pour découvrir une partie de Jérusalem peu connue. Avant de regarder ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle donc Jonathan Guèze, Yoni pour les intimes, et je viens de France. J'ai grandi à Paris, j'ai fait mon Aliyah depuis 6 ans maintenant, et j'ai toujours été passionné en fait d'histoire et de voyage, et j'ai pu allier ces deux intérêts en devenant guide officiel en Israël. C'est une passion et tous ceux qui ont déjà fait un tour guidé dans leur vie comprennent l'importance bien sûr de voir et de découvrir Israël avec des yeux de spécialistes, si je peux me permettre. Alors je disais ce soir, découverte d'un nouveau quartier. Avant qu'on lance la première vidéo, en 2 mots, quel est ce quartier? Le quartier qu'on va visiter aujourd'hui, en fait, on va commencer par voir le fameux quartier de Mishkenot Sha'ananim, avec le moulin de Montefiore et expliquer un petit peu toute l'histoire autour de la création de ce quartier. Allez, c'est parti. Une première vidéo et on se retrouve tout de suite après. Super. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici devant les murailles de la vieille ville de Jérusalem et on peut voir également le mont Sion. De tout temps, les habitants de Jérusalem ne résidaient qu'à l'intérieur de la vieille ville qui s'appelait avant Jérusalem. En 1860, Sir Moïse Montefiore va venir d'Angleterre, il va voir la situation des Juifs à l'intérieur des remparts, il va essayer de les aider. Il va pour cela avoir l'idée d'un premier quartier en dehors des murailles de la vieille ville de Jérusalem, Mishkenot Sha'ananim, que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors, plein de choses dans ce petit reportage et puis on triche un peu parce que c'est une exclusivité, c'est peut-être la première fois que ça arrive sur un plateau. Il y a 2 guides touristiques, un basé à Jérusalem, un sur le plateau, donc Quelle chance on a. on va essayer de pas dire trop de bêtises ce soir. Tu parles de Montefiore, tout d'abord, c'est qui ce Montefiore? Alors, Sir Moïse Montefiore, lui, il est né en Italie. C'était un Ashkenaz, un séfarade, mais qui se faisait passer pour un Ashkenaz parce qu'il est parti vivre en Angleterre. Il a été d'ailleurs à l'origine des lampadaires, vous savez, électriques à l'époque, mais qui n'étaient pas électriques, qui étaient à gaz. Donc, il a vendu ce concept de lampadaire à gaz à l'Angleterre. Il est devenu très riche, une start-up déjà fin 19e siècle. Et il a pu prendre sa retraite à 40 ans. Wow. Et ensuite, il a parcouru le monde pour essayer d'aider les communautés juives autour du monde. Et il a décidé de s'intéresser particulièrement aux communautés de Jérusalem. Particulièrement, mais il a été aussi avant, en 1840, pour essayer d'aider les Juifs en Syrie, etc. Et c'est vrai que quand il arrive à Jérusalem, il voit que la communauté juive est assez pauvre, ils vivent dans des conditions très très précaires. Et donc, comme je l'ai dit, il va décider de sortir des murailles pour justement construire à l'extérieur, to think out of the box, pour penser à l'extérieur de la boîte et construire à l'extérieur des murailles. Parce que c'est la particularité, Jérusalem à l'époque, donc il n'y a que la vieille ville, personne ne vit à l'extérieur des remparts. C'est ça. Alors on estime environ à 8000 juifs à l'époque à Jérusalem. Il faut savoir que les murailles se fermaient, bien sûr, le soir. Elles ont fermé d'ailleurs jusqu'à très tard dans l'histoire. Et donc c'était 8000 juifs, c'est à peu près la moitié de la population de la ville en fait de Jérusalem. Alors juste Yoni, excuse-moi de t'interrompre. Une question d'actualité, même si on parle de 1860, puisqu'à l'époque il y avait 8000 juifs à Jérusalem sur une population de 16 000, mais combien de Palestiniens? Alors, comment dire, à l'époque c'était l'Empire ottoman. Donc il y avait un vaste empire qui était turc. Donc il y avait des Arabes qui s'identifiaient pas forcément à une nationalité particulière, comme on peut le voir aujourd'hui. Ils étaient au sein de l'Empire ottoman et les Juifs et les chrétiens étaient tolérés, je mets des guillemets, statut de dhimmi. Donc voilà, ils n'avaient pas la nationalité turque, mais ils étaient tolérés s'ils payaient un impôt. Donc voilà, effectivement, le terme palestinien est arrivé bien plus tardivement dans l'histoire. Merci de la précision, Yoni. Avec plaisir. Et alors, sur Mishkenot Sha'ananim, donc ce quartier que Montefiore va développer, ça veut dire quoi Mishkenot Sha'ananim? Ah, c'est une bonne question. Alors,
c'était des religieux. Déjà, il faut savoir que Sœur Moïse Montefiori, il se déplaçait toujours avec son shochet qui lui faisait, qui pouvait lui préparer de la viande cachère autour du monde. C'était quelqu'un de croyant, et il va prendre un verset de la Bible, de Isaïe, d'accord, du prophète Isaïe, et un verset qui dit la chose suivante. Je le dis directement en français. Mon peuple habitera, alors c'est prophète, hein, donc il voit l'avenir. Mon peuple habitera dans un séjour de paix, dans des demeures bien protégées et dans des retraites tranquilles. Donc ça, on est au chapitre 32, verset 17. Et donc on peut voir, pardon, verset 18, excusez-moi. J'allais te corriger. Ouais. Voilà, merci. Si je dis une bêtise, n'hésite pas. D'accord. Et donc au verset 18, on peut voir Mishkenot Shananim, des demeures paisibles. On peut traduire ça comme ça. D'accord. Donc c'est une vision prophétique pour apporter une certaine paisibilité aux Juifs qui vivaient dans ces conditions difficiles. Exactement. Et d'ailleurs même le premier quartier en dehors des murailles de Tel Aviv, Neve Tzedek, qui vont aussi prendre des prophéties, mais de Jérémie pour le coup, et de Neve Tzedek, des demeures de justice, pour également, en fait, plaquer ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire construire, développer ce nouvel État, futur nouvel État juif, en disant, on fait référence à nos prophètes, en disant que effectivement leurs visions sont en train de s'accomplir. Super. Alors, tout de suite, deuxième vidéo pour continuer sur Mishkenot Sha'ananim. Nous sommes devant les premières maisons que Sœur Moïse Montefiori va construire à Mishkenot Sha'ananim. Le problème, c'est que les Juifs de la vieille ville ne voulaient pas sortir. Ils avaient peur. Les portes de la vieille ville se fermaient le soir, et tout celui qui était en dehors des murailles, il était à la merci des brigands et des bêtes sauvages. Au début, personne ne veut habiter ici. Moïse Montefiori va leur dire « Allez, je vous fais le logement gratuit. » Personne ne va venir. Il va dire « Je vous paye pour venir habiter ici. » Là, il y a quelques familles qui vont commencer à arriver. Mais dès que Moïse Montefiori partait de Jérusalem, les habitants de Mishkenot Sha'ananim rentraient dans la vieille ville. Jusqu'en 1866, où il y a eu une épidémie de choléra dans la vieille ville. Et là, il y a des habitants qui se sont dit « Ah, mais il y a un quartier sympathique ici, qui est après la vallée, et donc le choléra n'est pas passé. » En plus de ça, Moïse Montefiori avait des règles d'hygiène très particulières. Il imposait que les gens sortent les poubelles, nettoient le sol de leur maison chaque jour. Du coup, les premières familles vont commencer à habiter ici. Et c'est là que la magie de Jérusalem va s'opérer. Et au fur et à mesure de l'histoire, les habitants vont sortir des murailles. Alors, on parle de vallée, on ne se rend pas compte, c'est loin de la vieille ville de Jérusalem, ce quartier? Alors, à vol d'oiseau, mais comme on y va rarement en oiseau, en fait, on est vraiment juste derrière la vallée qui s'appelle Gei Ben Hinnom. D'ailleurs, on a pris ce nom-là pour dire le Gei Hinnom, l'enfer. Pourquoi? On verra tout ça en tour privé, bien sûr. Et si on veut accéder à la vieille ville, donc on doit ou bien passer par cette vallée-là, ou bien arriver, par exemple, on est à quelques dizaines de mètres de l'hôtel King David. Si on marche encore un peu 5 minutes, on va dire, on arrive à la porte de Jaffa, vers Mamilla. Donc on est vraiment très près de la vieille ville. Et d'ailleurs, ils pouvaient se voir les uns les autres. Donc on est juste à côté de la vieille ville de Jérusalem. Tout à fait. Alors, une fois que les Juifs ont accepté d'habiter là-bas, la question c'est comment est-ce qu'ils faisaient pour vivre là-bas? Parce que c'est un nouveau quartier, il faut créer une vie notamment économique. Comment est-ce qu'ils pouvaient faire? Exactement. Et d'ailleurs, la première construction en fait qu'il va faire là-bas, c'est le fameux moulin de Montefiore en 1857, donc 3 ans avant la création même du quartier, on va dire. C'était un signe d'indépendance financière. Voilà, venez ici, vous aurez à manger, vous aurez du travail, d'accord? Vous pouvez venir et il y a de la protection, il y a du pain pour vous, il y a du travail aussi. Donc, on va dire c'était le premier signe économique pour faire venir les Juifs. Mais le moulin, là, tel qu'on le voit sur la photo, il a changé ou c'est le même qu'à l'époque? Alors, c'est une très bonne question. Il y a eu des modifications, bien sûr. Par exemple, l'une des grandes modifications qui a eu lieu, c'était en 1948. En fait, la Haganah, l'une des légions juives de défense d'Israël, s'était postée sur le toit du moulin pour tirer, éventuellement, en tout cas protéger le quartier. Et là, il y a Alan Cunningham, qui était le haut commissionnaire britannique de l'époque, qui se rendait à l'église à côté Saint-André. Alors, on est en avril 48, on est juste avant l'indépendance. Il y a encore les Britanniques qui sont dans la région. Et là, il va voir un poste de défense juif sur le toit du moulin. Il va ordonner à 2 de ses soldats
de faire exploser le moulin. Alors ces deux soldats britanniques arrivent, ils commencent à installer les explosifs, et là ils voient une plaque construite par Sir Maurice Montefiore, un Anglais, Sir, et là ils se disent c'est un signe de Dieu, on ne peut pas toucher ce moulin. Alors ils vont négocier avec Alan Cunningham, qui va dire bon finalement, allez, détruisez juste le toit, comme ça les Juifs ne pourront pas accéder, et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont faire exploser le toit. Plus tard, les Israéliens vont reconstruire le toit, et ce n'est que très récemment, il y a une dizaine d'années, on a vraiment rénové le moulin, à l'identique d'ailleurs avec la société d'origine, qui a reconstruit le moulin. Donc le moulin tel qu'on le voit aujourd'hui ressemble presque trait pour trait au moulin de l'époque. Il est magnifique. Hein. Le quartier de Mishkenot Sha'ananim et celui juste à côté de Yamin Moshe sont deux très très beaux quartiers qui sont des quartiers piétons de Jérusalem. Et juste à côté, on a un autre très beau quartier qui fait partie également des premiers quartiers de Jérusalem à l'extérieur des remparts. On y est allé, on repart sur le terrain et on en parle juste après. Nous sommes ici dans le deuxième quartier construit en dehors des murailles de Jérusalem, un quartier construit par les Marocains de l'époque, Machane Israël. Un grand rabbi va habiter ici, Rabbi David Ben Shimon. Ce quartier a été construit à moins de 1 km de Mishkenot Sha'ananim pour que les juifs religieux puissent se déplacer sans problème le Shabbat. Il faut savoir que les juifs marocains ont construit ce quartier eux-mêmes et n'ont pas attendu quelqu'un de l'extérieur comme Moïse Montefiore, mais ils ont pris l'initiative d'eux-mêmes pour construire ce quartier 100% séfarade. Ah, très belles images, ce quartier de Machane Israël. Bon, j'ai envie de demander d'abord, Machane Israël, pourquoi Machane Israël? Alors le camp d'Israël, c'est un nom qu'on retrouve dans la Torah. Lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte, ils vont camper. Ce camp-là va s'appeler Machane Israël, donc en souvenir de ce voyage-là, de la sortie d'Égypte, des Béné Israël. Et donc là, c'est des familles séfarades. On sait à peu près combien de familles décident de partir comme ça à l'aventure pour créer ce nouveau quartier? Alors au départ, pas beaucoup. On parle d'une douzaine de familles qui vont vivre sur place. Et au fur et à mesure, alors le quartier va se remplir. Ce qui est assez intéressant aussi avec ce quartier, c'est que en fait, les Marocains n'ont pas écrit forcément de mémoire ou d'articles sur leur vie. Donc en fait, ce quartier est un peu tombé à l'abandon. Et on a récupéré des extraits de lettres ou de journaux de l'époque pour comprendre un petit peu comment ça s'est passé. C'est pour ça que ce quartier, entre guillemets, est récent, parce qu'il a été rénové que très récemment, en fait. Alors, juste pour rappeler et revenir sur ce que tu disais, il faut s'imaginer, Daniel, que c'est un truc complètement fou. Toutes les portes de la vieille ville, elles étaient fermées, gardées la nuit jusqu'au début du XXe siècle. On avait peur des attaques, peur des animaux sauvages. Il fallait un brin de folie pour sortir des remparts et décider de partir à l'aventure avec sa famille pour créer quelque chose. Il n'y avait aucune protection particulière, il n'y avait pas... À l'extérieur, il n'y avait plus rien. À l'extérieur, tu partais à l'aventure, à tes risques et périls. Donc c'est vraiment un pari fou, à la fois idéologique, à la fois pour des raisons sanitaires, que ces familles ont choisi de faire. Et surtout, si je peux me permettre, pour Machane Israël, il n'avait pas de personnes de l'extérieur qui les aidaient. Voilà, exactement. Donc là, c'est vraiment une aventure. C'est pour ça que certains disent que ce quartier de Machane Israël fait le vrai premier quartier d'habitants de Jérusalem qui ont pris de leur propre initiative d'aller créer ce fameux quartier. Et certains disent que le quartier du Mishkenot Sha'ananim, en fait, c'était un peu de l'aide de l'extérieur. Mais là, c'est la première fois qu'ils se prennent en main eux-mêmes pour construire quelque chose. Donc un très beau quartier, et on voit dans le reportage derrière toi un bâtiment qui a l'air très impressionnant. C'est quoi ce bâtiment? Alors c'est un musée. En fait, déjà toutes les mosaïques qu'on voit, elles ont été rénovées. Ce quartier a été rénové par les Marocains eux-mêmes. Ils ont demandé à un artiste de Casablanca de venir mettre les petites mosaïques, etc. Et ce musée, eh bien, c'est le musée de l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord. À l'intérieur, on peut voir des tenues originales de l'époque, des ketubot, des contrats de mariage, plein de choses, des instruments de musique, etc. Alors c'est surtout axé Maroc, bien sûr, mais on peut voir aussi des choses de Tunisie ou des Juifs d'Algérie. Eh ben écoute, super. Merci beaucoup Yoni, merci d'avoir été avec nous en plateau ce soir. Avec plaisir, merci à vous. Et écoute, si on cherche à te contacter, c'est quoi le meilleur moyen pour aller sur le terrain et découvrir tout ça avec toi?
Le meilleur moyen, alors, c'est de me contacter via les réseaux sociaux, page Facebook ou compte Instagram, par exemple, avec Yoni le guide. Vous tapez Yoni le guide et normalement, vous me trouverez et je serai disponible avec grand plaisir pour vos balades privées, en groupe, comme vous voulez, du nord au sud, à Jérusalem, bien sûr, et ce sera avec grand plaisir. Eh ben super. Merci beaucoup. J'espère à Merci très à vous. bientôt pour de nouvelles découvertes à Jérusalem. Salut Yoni. Avec plaisir. Merci bien. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bye. Et super sympa, Yoni. Super sympa. Je l'ai rencontré il y a 4 ans quand on a commencé les cours de guide ensemble. Expert de Jérusalem, il a fait des massas, il fait toujours des taglites aujourd'hui, avant comme accompagnateur, maintenant comme guide. C'est un passionné. Non, mais tu sens qu'il vit son truc, quoi. Il vit son Il est dedans. Et puis moi, il m'a donné envie non seulement de découvrir le quartier, parce qu'on le connaît, mais on le connaît pas en détail. Et puis de faire des choses avec lui, parce que il est vivant, quoi. Il est vivant, il a la connaissance historique, il a la partie religieuse. Et c'est toujours intéressant d'avoir. Chaque guide, il a sa personnalité, il a son approche. Et voilà. Ça vous arrive, c'est une question comme ça, des fois, quand vous avez des groupes un peu importants, d'organiser des visites en duo? Alors, en duo, pas vraiment. D'accord. Pas vraiment, parce que du coup, chacun a son style. Ce qu'on fait, par contre, quand on a des grands groupes, et moi, c'est mon cas quand j'ai des demandes pour des mariages ou des bar mitzvahs, comme moi, je veux vraiment donner un aspect qualitatif. Et personnalisé. Et personnalisé, et je veux pas faire le guide qui dit à droite, vous avez une synagogue, et à gauche, vous avez une église. Je veux créer un échange. C'est ce qu'on nous répète pendant 2 ans. Les gens ne te payent pas pour avoir un cours d'histoire, ils veulent vivre une expérience. Et vivre une expérience, ça veut dire avoir un échange. Et au-delà de 20 personnes, je considère que c'est pas possible. Voilà, 20 personnes, pour moi, c'est pas possible. Donc dans ces cas-là, quand j'ai des beaux événements à fêter, ce que je dis aux gens, soit vous prenez quelqu'un d'autre qui peut vous faire 40 ou 50 personnes. Si c'est avec moi, au-delà de 20, on prend un deuxième guide, on coupe le truc en deux, et là, on crée un vrai moment et une vraie expérience. Bien sûr. En tous les cas, très sympathique. Très sympathique, merci. Et vraiment 2 très beaux quartiers qui valent la peine d'être découverts. Super. Allez. Merci Jérôme. Merci Daniel. Oups.